Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va regarder quelques graphiques ensemble. Alors je vais pas vous partager les graphiques qui sont plutôt négatifs, etc. Je pense qu'on les voit suffisamment. Je vais partager des graphiques, alors pas forcément avec un horizon de temps très court terme, mais c'est plus voilà pour travailler des hypothèses de travail. C'est comme on se dit, l'analyse fondamentale et donc l'analyse macro, l'analyse micro, les hypothèses de travail que l'on peut avoir à plus ou moins court, moyen, long terme. On va justement les dessiner d'un point de vue fondamental et donc plutôt réfléchir à ce moment-là de quoi faire. Par contre, derrière, le timing d'achat, les dispositions également, les prises de position, ça c'est plus une approche graphique, une approche technique qui nous donne plus le timing. Donc je ne mets jamais dos à dos les deux méthodes. Je pars du principe toujours la même chose que l'investisseur doit quand même utiliser tous les outils dont il a à disposition et éviter de les mettre dos à dos. Donc c'est toujours la même chose, donc c'est le quoi faire de l'analyse fondamentale et c'est utile et c'est important pour se projeter également, et donc le quand le faire qui est donné par l'analyse graphique pour l'aspect timing également et derrière gestion du risque. Donc on va regarder ensemble un certain nombre de graphiques. C'est des graphiques que j'ai partagés il y a déjà plusieurs semaines, voire un bon mois, sur l'Académie des graphes. Pour pareil, c'est toujours la même chose, c'est au-delà de juste partager des graphiques, partager également une vision d'ensemble. Bien entendu, derrière, c'est le marché qui décide de notre timing d'action. Donc là, clairement, c'est ce que je suis en train de regarder. Donc ce qui m'intéresse, parce que alors crise, pas crise, crise sanitaire qui se transforme en crise maintenant de la récession, etc. Ok, très bien. Mais derrière, comment on peut se projeter? Parce qu'il y a toujours quelque part quelque chose qui monte. Même si les marchés venaient à se retourner à la baisse, durablement, d'un point de vue long terme, se transformer dans un marché baissier, admettons, pourquoi pas, il y aura quand même des choses qui seront intéressantes à ce moment-là. Donc le premier graphique que je regarde, le premier graphique que je vous montre, c'est la comparaison entre le rendement des dividendes que vous obtenez, là en l'occurrence sur le S&P 500, et également donc les coupons, donc les taux d'intérêt que vous récupérez en achetant des obligations d'État à 10 ans, en l'occurrence ici le 10 ans du Trésor américain. Donc ce que l'on voit, c'est qu'en gros depuis une bonne année, les dividendes sont supérieurs. Et ce, malgré la crise, malgré les baisses, voire les coupures drastiques qu'il y a eu, et ça va certainement continuer, on a quand même, on le voit avec la baisse des taux, et la baisse des taux maintenant qui est forte et qui va être maintenue basse, un différentiel de rentabilité entre les obligations et les actions. Donc aujourd'hui, même s'il y a un risque évidemment supérieur sur les actions, il y a une rentabilité en face avec un dividende également qui est bien supérieur au taux, entre guillemets, sans risque des obligations. Et ça, le gap va durer dorénavant, puisqu'on sait bien que les banques centrales vont garder leur taux court terme, on va parler plutôt des taux court terme, très très bas. Et les taux long terme, eux, restent bas, même si potentiellement ils peuvent également se revaloriser. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce que l'on voit, et ce qui est un point central et un point positif pour les actions d'un point de vue plus long terme, c'est que quelle est l'alternative aujourd'hui? Donc c'est toujours la même question, c'est de se dire, il y a toujours cette relation d'offre et demande. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire la relation justement du marché avec l'économie réelle. Oui, le marché à long terme va être en phase avec l'économie, avec les profits des sociétés, à long terme. Mais à court terme, vous pouvez avoir des inefficiences. Et c'est justement le but en tant qu'investisseur, nous, c'est justement de profiter de ces inefficiences-là, parce que c'est ce qui nous permet de battre le marché, quand justement on profite des paniques ou on profite des bulles, et ainsi on profite des inefficiences, et c'est ce qui nous permet, en termes de performance, de battre le marché. Et donc là, clairement aussi, c'est quelque chose d'assez intéressant, je pense, au niveau de ce tableau-là, pour les années à venir, de se dire, si on réfléchit en termes d'offres et demande aujourd'hui, très bien, le marché est survalorisé, mais encore, on parle surtout du marché américain. Quand on regarde d'autres marchés, ils ne sont pas nécessairement survalorisés non plus d'une manière extrême par rapport justement à l'économie. Mais surtout,
Ce qui est important, voilà, de relativiser, c'est que c'est une question d'offre et demande. Si vous avez un tas de personnes qui pensent que demain ça va aller mieux, que demain les sociétés gagneront plus d'argent, eh ben, il suffit que ces personnes-là soient majoritaires et il suffit plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc vous avez une demande supérieure à l'offre. Il y a aussi un élément important qui est à prendre en compte. Je veux dire, on a mis beaucoup sur le dos des buybacks, etc. Mais tous ces rachats d'actions, ces fusions-acquisitions de ces dernières années, le fait qu'il y a eu de plus en plus surtout de venture capital, donc tout ce qui est également du non-coté. On a vu également le boom du non-coté. Eh ben, tout ça, ça a réduit l'offre d'actions. Donc il y a eu moins d'actions, il n'y a pas eu autant d'IPO, donc d'introduction en bourse, que ce qu'on avait pu avoir également ces précédentes années. Donc quelque part, vous avez des flux entrants supplémentaires, des quantitative easing, etc. Donc énormément de liquidité qui est créée. Et en face, vous avez donc des obligations qui rapportent presque rien, l'or qui est en couverture, de l'immobilier également, c'est plutôt de la couverture. Et donc, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste essentiellement les actions. Donc, c'est-à-dire que même si c'est risqué aujourd'hui, eh ben, on va aller prendre du risque. Alors, on va couvrir, on a tellement de liquidités qu'on va acheter de l'or, on va acheter de l'immobilier, on va acheter et on va se couvrir de cette manière-là. Mais on va continuer également d'acheter des actions parce qu'on est obligé de s'exposer, parce qu'on est obligé d'aller chercher une rentabilité. Et donc on va chercher également de l'obligataire, même si ça ne rapporte rien, parce qu'au moins à court terme, c'est protecteur. Jusqu'au jour où potentiellement il y a des taux négatifs. On sait très bien qu'en tant qu'investisseur, pour jouer la protection, on est capable d'accepter les taux négatifs, mais il y a une limite. Certainement, moins 1, moins 2%, ça sera très certainement une limite où on n'acceptera plus de mettre le capital. Mais nous n'en sommes pas encore là. Même si potentiellement c'est une prochaine étape. Donc voilà pour moi déjà, pour bien mettre l'accent là-dessus, c'est réfléchir également, attention, à ne pas se dire que les marchés stricto sensu, c'est un lien immédiat, tout de suite avec l'économie. Pas forcément. Et il y a une relation d'offre et demande. Donc là aussi, c'est important de bien comprendre cette relation d'offre et demande pour comprendre que vous pouvez avoir justement ces déconnexions sur le marché à court terme, hein, à long terme. On a toujours un retour à la moyenne et on a toujours un retour justement à une liaison beaucoup plus, on va dire, importante entre l'économie réelle, les profits des sociétés et le marché. Donc c'est là aussi où il faut être dans la capacité de bien dissocier une vision court terme que l'on peut avoir en mode suivi de tendance, etc. et jouer l'offre-demande et le fait qu'aujourd'hui donc on a une demande supérieure à l'offre et donc on a un marché qui monte surtout par rapport à ça et parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Et de l'autre côté, la vision long terme que l'on peut avoir, la vision de se dire qu'on valorise déjà certainement les profits des sociétés de 2022-2023. Donc quel est mon ratio gain-risque éventuel pour un investisseur long terme en mode buy and hold sur les 3 prochaines années? Il y aura certainement beaucoup de zigzags, donc c'est plus du trading qui peut en profiter. Par contre, l'investisseur de long terme, voilà, ça va être potentiellement limité. Mais encore une fois, c'est peut-être l'offre et demande et le fait qu'il n'y a pas d'alternative, comme je vous le montre sur le tableau, qui peut être suffisant pour pouvoir motiver les marchés à continuer de conserver un écart également avec l'économie. Et puis, on peut toujours, tout le monde a l'air de dire à chaque fois qu'on va revenir chercher des profits qui sont en baisse, mais vous pouvez toujours vous retrouver entre les deux, c'est-à-dire un marché qui peut baisser un petit peu et puis des profits avec la reprise qui éventuellement remonteront également. Mais ça, voilà, c'est des projections à au minimum 12 mois, 18 mois, 24 mois. Donc ça, voilà, ça c'est le premier graphique que je trouve assez important. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on lance? On est en fin de cycle. On aura potentiellement une reprise et en règle générale, là, ça fait depuis une bonne année où tout simplement on ne jure que par une chose, c'est les valeurs de croissance. Et en plus, les valeurs de croissance, la tech, ça a plutôt bien résisté au coronavirus et à la pandémie et au contraire, donc ça a renforcé également le fait qu'il faut pousser la digitalisation des entreprises, etc. Donc, d'autant plus éventuellement de business dans le cloud, sur la gestion des serveurs, etc. Donc du coup, on était déjà depuis plusieurs années rué sur les valeurs de croissance, donc essentiellement la tech, et puis vous pouvez regarder également donc, la différence entre le Nasdaq et un Dow Jones, qui est plus lié sur des grosses caps beaucoup plus cycliques, et on voit le gap qui s'est construit. Et là, ce que l'on voit également, moi ce que j'aime bien, c'est le consensus se plante toujours
c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que l'on voit que depuis 2010, où il fallait jouer clairement les valeurs de croissance, eh ben, on avait un pourcentage assez important, justement, de personnes qui pensaient qu'il fallait jouer les valeurs value, donc les valeurs qui sont plutôt proches de leurs capitaux propres et sur lesquels on a des capitaux propres. Les valeurs de croissance, on achète le futur, on achète des profits futurs qui n'existent pas encore aujourd'hui et on achète tout simplement le futur. Donc dès qu'on manque de visibilité, dès que le futur est beaucoup moins incertain, eh ben, on ne va plus justement privilégier ces valeurs de croissance-là. C'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est ce que l'on voit, au contraire, on a retrouvé une certaine visibilité et un certain attrait sur ces valeurs de tech qui, du coup, c'est l'effet momentum, tout le monde est sur les mêmes trades, c'est très populaire, la porte de sortie n'est pas agrandie, ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, si jamais on a une vraie récession et que ça impacte les valeurs de la tech, eh ben on se retrouvera avec beaucoup de fonds de gestion qui ont des très très grosses positions, très concentrées dans les mêmes titres, et quand tout le monde voudra sortir en même moment, ça risque de coincer un petit peu. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais du coup, ce graphique-là, c'est pour remettre un petit peu sur le devant de la scène, qu'il ne faut pas croire que le value et donc l'investissement value, l'investissement dans les valeurs justement liées aux capitaux propres, liées aux actifs, on achète vraiment une valeur aujourd'hui et non pas future. Eh bien, ça risque de revenir sur le devant de la scène. Ce que l'on voit ici dans ce tableau également, c'est que l'on voit les différentes phases d'une économie. Donc on serait tenté de dire qu'actuellement on est plutôt dans la fin de cycle. Et après, on voit que ces valeurs, justement, value, et surtout les values petite capitalisation, on voit que ce sont elles qui vont surperformer dans, justement, la première phase de recovery. Et c'est ce que l'on retrouve en 2007, 2008, 2009. Je veux dire, vous regardez au fur et à mesure où tout le monde détestait le value et tout le monde appréciait les valeurs de croissance, eh ben, on est rentré dans la crise et au moment où vous avez eu le rebond, où vous avez eu la reprise, c'est surtout donc ces valeurs value avec des valorisations attractives qui ont été appréciées et qui ont, on va dire, catalysé en premier lieu la première phase de rebond. Alors ces valeurs value, c'est quoi? C'est les banques, tout ce qui est lié à l'énergie, pétrole, gaz actuellement. Pour moi, les métaux, les minières, parce qu'après, il y a un aspect inflationniste également qui peut rentrer là-dedans. L'inflation, la remontée des taux longs également, c'est quelque chose d'appréciable pour les banques. On sait bien que les banques centrales ont suffisamment tiré dernièrement sur les banques. Maintenant, elles sont pieds et poings liés, elles ne peuvent plus réellement pousser trop. Et puis enfin, en valeur défensive, on va dire télécom. Tout ce qui est télécom, électricité, services aux collectivités, etc. Bref, vous avez cet aspect défensif également de se dire que même en cas de récession, etc., on va quand même, on a toujours besoin de bouffer, on a toujours besoin d'utiliser l'électricité. Bref, avant, on va couper un certain nombre de coûts, mais les valeurs défensives, ce sont les coûts incompressibles, entre guillemets, ce sont ceux qu'on ne coupe pas, puisque ce sont ceux dans la pyramide de Maslow qui nous permettent de survivre et de conserver un certain confort de vie. Donc voilà un petit peu pour l'idée. On va pousser un petit peu loin donc sur cette comparaison entre les valeurs de croissance et value, et ce que l'on voit, vous le voyez depuis la fin d'année 2019, c'est qu'il y a eu clairement un énorme gap, une exponentielle créée, c'est-à-dire tout le monde a fait des valeurs de croissance. Ça a été d'autant plus renforcé au sortir de la crise donc, du Covid, et donc dorénavant, si vraiment on veut revenir sur les valeurs value, parce que là c'est juste une hypothèse de travail, mais d'un point de vue graphique, il faut patienter également, il faudra donc que ces valeurs de croissance commencent à baisser, que les valeurs value, elles, commencent à remonter, et c'est ça la rotation que l'on mettra en place. On a commencé à le mettre en place, il y a déjà quelques semaines, depuis la fin du mois d'avril. On a commencé également sur les marchés à rejouer les cycliques, à rejouer les values, et on l'a vu, mais c'était plus dans un profil rattrapage qu'encore dans un profil long terme. Donc ce qu'il faudra identifier justement, c'est à un moment donné le changement de balancier, et ce changement de balancier, on le voit, je l'ai dénoté en fait sur cette zone verte, donc qu'il faudra suivre pour vraiment dénoter qu'à ce moment-là, le marché commence à privilégier d'une manière beaucoup plus long terme les valeurs value, et donc il y a pas mal de choses à faire également sur les petites capes. Et du coup, ce qui est très intéressant également, c'est que où est-ce qu'on retrouve les values? Alors il y en a sur tous les indices, mais essentiellement, vous savez, la plupart des gens vont vous dire, s'ils font de la bourse depuis 2-3 ans,
ça sert à rien d'investir sur l'Europe. Il y a que regarde le Nasdaq, regarde les valeurs tech, je veux dire, ça monte en mode exponentiel, il n'y a pas besoin de se poser de questions, et en gros, c'est les Américains les plus forts, et donc pourquoi s'embêter à jouer des actions françaises, on joue directement des actions américaines. Et c'est vrai, et on a raison, et c'est d'autant plus renforcé, on le voit, avec cet exponentiel qui a été créé entre les valeurs value et les valeurs de croissance. Pourquoi? Parce que le marché américain, mis à part le Dow Jones évidemment, il est en fait surpondéré, c'est l'effet momentum. Plus vous avez de personnes qui achètent des valeurs de croissance, plus ces valeurs de croissance pèsent un pourcentage important des indices, et ainsi de suite. Donc les ETF en achètent plus, et ainsi de suite. C'est le suivi de tendance, ce qui fait qu'à un moment donné, évidemment, c'est toujours pareil, est-ce que c'est pas trop gros au pied d'argile? Ça, on le verra dans le futur. Mais l'idée, voilà, c'est qu'au bout d'un moment, vous avez cet effet momentum et vous avez tout le monde en fait qui trade exactement les mêmes valeurs et qui renforce en fait tout simplement la tendance. Et c'est clairement ce qui est en cours actuellement. Donc là, ce qui est le plus intéressant justement, c'est de se dire potentiellement, je vais avoir également dans les années à venir, potentiellement s'il y a un retour de l'inflation, une augmentation des taux longs, etc., une certaine rotation également de zones géographiques. C'est-à-dire que si mes techs éventuellement commencent à corriger, mes values commencent à remonter, eh ben, il y a des indices comme le Japon et comme l'Europe qui sont gavés de valeurs value. Et c'est bel et bien pour ça aussi que l'on dénote et qu'on a beaucoup de personnes qui disent ben, regarde un petit peu comment les indices français, européens sous-performent les Américains. Donc, et la conclusion hâtive, évidemment, c'est de se dire ben, les actions européennes, ça sert à rien. Sauf que si vous regardez justement, il y a eu un cycle value qui s'est fait après l'explosion de la bulle Internet, je veux dire 2003-2007, qui a créé la bulle des subprimes, c'était value. Et les indices européens surperformaient les indices américains à ce moment-là, parce qu'ils sont blindés de valeur value. Et donc là également, c'est l'idée de se dire la même hypothèse de travail, la même vision, c'est-à-dire ok, on va avoir d'abord une phase déflationniste, bien entendu, mais potentiellement après on aura une reflation, et on aura une phase inflationniste, et ça c'est plutôt positif justement pour les valeurs value également. Donc si on a derrière une phase de reprise, alors c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, c'est une vision de marché que je vous propose, et en plus on a un retour de l'inflation derrière avec tout ce qu'on a injecté, et de l'argent qu'on a injecté qui est aujourd'hui essentiellement sur les marchés, mais pas que, aujourd'hui on voit que le consommateur également reçoit pas mal d'argent, donc ça c'est de l'inflation réelle et pas que de l'inflation sur les actifs qui peut arriver également. Et bien potentiellement on aura une revanche des indices européens, des indices japonais, et puis les indices russes également qui sont très tournés value, et les indices chinois également qui sont assez intéressants sur ça. Bien entendu, il faut faire sa sélection, il faut faire attention aux dettes, etc., qui peut être un autre sujet qui peut tomber sur la table à un moment donné. Mais concrètement, c'est là où on se dit en vision de marché, ces valeurs value peuvent avoir une certaine défense et leur mot à dire. Et donc du coup, si en effet le marché commence à faire beaucoup de rotations, non seulement sectorielles, mais du coup également géographiques, et les indices européens auront peut-être leur épingle du jeu à tirer. Il y a également l'Asie sur laquelle il faut regarder. L'Asie n'a jamais été aussi peu chère. Alors la Chine, bien entendu, mais l'Asie du Sud également, Malaisie, Vietnam, en fait tous les pays. Avec la guerre commerciale également, ce qu'il faut se dire, si on est patron, eh ben, on ne va pas garder toutes ces usines en Chine. Donc on va essayer un petit peu de diversifier son risque. Et donc si la guerre commerciale entre les US et la Chine devait justement exploser, eh ben, on va essayer de construire également au Vietnam, on va essayer de construire en Thaïlande, on va essayer de construire en Malaisie, aux Philippines, pourquoi pas, en Indonésie, bref, on va essayer de diversifier. Mais toute cette Asie du Sud, là, c'est également quelque chose d'assez intéressant. La Corée du Sud également est pas très chère, a beaucoup de valeur value également en Corée du Sud et au Japon. Donc là aussi, c'est aussi un intérêt, l'Asie, qu'il ne faut pas laisser tomber. Donc il faut essayer d'avoir une vision supplémentaire. Ce que l'on voit dernièrement également sur ce graphique-là, c'est qu'en gros, vous avez toujours plutôt des sorties de capitaux des actions. Alors c'est un petit peu remonté depuis, on a à nouveau des rentrées d'argent sur les actions. Mais ce qu'il faut bien se dire également, c'est que l'une des raisons pour ça aussi, c'est se dire les actions montent alors que les gens sont plutôt sortis. C'est un petit peu bizarre de se dire ça, mais c'est aussi on a énormément réduit l'offre.
Donc comme je vous l'ai dit, avec les buybacks, les fusions, les acquisitions. Et ça aussi, pour moi, c'est des choses qui vont être assez intéressantes à suivre sur les mois, années à venir. C'est que l'on voit que les banques centrales ont injecté beaucoup de liquidités, rachètent également de l'obligataire des sociétés. Donc on a quand même des sociétés qui vont conserver une certaine visibilité dès qu'on va passer en mode recovery. Alors, ça sera lent, bien entendu, ça va faire mal, etc. Mais on a quand même beaucoup de sociétés qui ont du cash, la dette ne coûte pas cher actuellement, les taux vont rester bas, donc on peut avoir également beaucoup de fusions-acquisitions où les gros vont peut-être essayer de racheter les plus petits en difficulté, etc. On va aller vers des consolidations de marché, et notamment l'énergie pour moi qui est quelque chose à regarder. Je pense pas qu'il faut tuer l'énergie trop facilement, tout le monde déteste l'énergie, c'est normal, c'est le consensus dans le sens de dire dès que vous avez un cycle baissier quelque part, tout le monde le déteste, mais c'est là où un esprit contrariant également. Et toujours pareil, d'un point de vue fondamental, doit se dire, là, il y a de la valeur, mais derrière, j'ai un aspect timing potentiellement à patienter, mis à part les rattrapages de court terme. Et donc là, clairement, c'est l'idée aussi sur l'énergie de se dire, depuis 2014, on a désinvesti drastiquement, on finira par le payer. Ce désinvestissement-là, c'est une réduction de l'offre. Quand la demande remontera, puisqu'on parle de transition énergétique encore aujourd'hui, donc le pétrole on en aura encore besoin, ça va arriver au fur et à mesure, cette transition énergétique, mais vous pouvez avoir justement un effet de remontée des prix, parce que si on a une reprise économique, si on a une reprise de la demande, une reprise du trafic aérien, une reprise des différents transports, etc., alors c'est peut-être pas demain la veille, bien entendu, mais ça peut avoir une pression donc sur les prix, puisque l'offre, comme je vous le dis, quand on ferme un puits, etc., quand on réduit l'offre, on ne l'augmente pas aussi fortement et aussi rapidement que l'on veut, donc le delta se fait par une remontée des prix. Et à un moment donné, et un autre également, tous ces désinvestissements que l'on a fait sur le pétrole, le fait aussi que le gaz de schiste, le pétrole de schiste actuellement également, ont pris une sacrée tannée, donc on a fermé énormément d'éléments de production, et bien là aussi, si on devait avoir une reprise plus forte, plus rapide que prévu, et je ne dis pas le mois prochain, bien entendu, c'est d'ici un an, et cette offre également mettrait du temps pour pouvoir répondre à cette remontée de la demande. Et donc là, je pense également qu'il y a un deuxième effet qui se coule éventuellement sur le pétrole à jouer, sur les énergies d'une manière plus générale, notamment aussi le gaz naturel. Donc voilà un petit peu pour ces éléments-là. Ce que l'on retrouve là sur ce tableau, c'est la même chose, je ne vais pas me répéter que le premier tableau, c'est le fait de dire qu'entre obligations et actions, les actions sont très attractives, peu importe ce que l'on dit d'un point de vue cherté, etc. Si on fait des relations offre et demande, si on fait des relations de rentabilité, aujourd'hui, les actions sont quand même la seule alternative si on veut aller chercher. Ça, c'est pour démontrer une nouvelle fois que du coup, comme on est allé chercher de la tech, de la croissance depuis les dernières années, on est également, de manière plus récente également, on a continué à surfavoriser les US. Et ça aussi, vous avez un écart, et c'est là où ça peut être intéressant, à un moment donné ou à un autre, également, de se dire, il n'y a plus réellement de potentiel sur les indices américains, c'est que du suivi de tendance. Et donc à un moment donné, si les indices américains doivent corriger, les liquidités vont aller chercher où? Elles vont aller chercher de la value, elles vont aller chercher de la protection. Et les valeurs value pas chères, très peu chères actuellement, elles sont où? Elles sont en Europe et au Japon. Voilà. Ça, c'est un petit peu la même chose, juste pour vous renforcer l'idée qu'on a fait que de la croissance ces dernières années, comme on avait fait en 98-2000. Hein. Et derrière, ça a été plutôt un cycle value qui s'est mis en place. Et enfin, quand on parle Europe, on va parler un petit peu Europe de l'Est aussi, qui est la locomotive, on va dire, de croissance de l'Europe actuellement. Et ce que l'on voit également dans tous les boosts, dans tous les budgets, dans tout l'argent qu'on est en train de déverser actuellement, ça va surtout chez les pays d'Europe de l'Est, qui vont leur permettre un petit peu de rattraper également. Pourquoi? Parce que si on veut que l'Europe tienne, il faut très rapidement un petit peu niveler tout le monde. Donc c'est pour ça également qu'on va aller faire des prêts express. Donc du coup, la croissance qui était déjà forte dans les pays de l'Est, à mon avis, là aussi, ils réussiront à tirer leur épingle du jeu dans les années à venir. Donc là aussi, il y a des valeurs value, en Pologne, en République tchèque également. Vous avez des valeurs, et sur le pétrole aussi, par exemple Orlen, vous avez tout un tas d'exemples. Et on en discute notamment dans l'Académie des graphes. Mais ça aussi, voilà, vous avez énormément de valorisations, value, qui peuvent être attractives
sur des pays d'Europe de l'Est qui peuvent profiter dans les prochaines années également de ce boost-là. Voilà, et donc ça c'est également un autre tableau, juste pour vous, l'esprit contrariant, c'est de se dire, ok, donc tout ce qui est énergie, tout ce qui est métaux, les valorisations n'ont jamais été aussi basses. Ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à baisser. Donc une valorisation basse peut devenir encore plus basse, encore moins chère. Et c'est bien là où, voilà, on propose un scénario fondamental, mais derrière il y a le timing de l'analyse graphique qui doit venir se rajouter pour l'investisseur, pour justement essayer un minima de timer un petit peu le marché. Après, il y a un aspect démographie pour moi qui est important. On voit que la démographie est en train de baisser, alors ça c'est aux US, donc on voit que ça c'est les naissances, c'est en train de baisser, mais on avait eu un bon pic dans les années 90, 2000, 2010, c'est des personnes ça, qui sont en train d'arriver sur le marché du travail, et qui sont en train également d'obtenir, on va dire, d'être en capacité d'obtenir leur premier crédit pour acheter quoi? Pour acheter en règle générale leur résidence principale. Je pense que ça va être assez intéressant justement dans les années à venir. Si on croit en effet que l'immobilier va tenir, il va tenir essentiellement parce qu'on a ces nouveaux primo-accédants qui vont arriver. Mais si la crise ne rebondit pas, ne fait pas une reprise très forte assez rapidement, ben ces primo-accédants-là, ils vont pas tellement avoir de boulot et ils vont pas avoir de quoi acheter. Donc c'est ça aussi qui peut impacter quelque part le gap de toute façon entre riches et pauvres qui à mon avis sera également quelque chose à regarder de près au sortir de la crise sanitaire, mais également en tant qu'impact sur l'immobilier, sans parler pour l'instant de dire un impact que tous ces millennials éventuellement vont vouloir acheter à la campagne plutôt qu'à la ville. Les jobs actuellement sont dans les villes encore aujourd'hui, donc même si on préfère la campagne, on va continuer d'acheter à côté des villes tout simplement puisque c'est là où il y a le travail aussi. Donc voilà un petit peu ce tour d'horizon que je voulais vous montrer. C'est une façon de voir les choses, c'est une façon de travailler, c'est une hypothèse de travail. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, ou ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ça va se réaliser, mais tout de suite également. Donc il y a cet aspect également de timing qui est très important. Mais là voilà, c'est le but d'une analyse comme ça, un petit peu macro, vue hélicoptère, c'est d'avoir les choses en tête pour derrière pouvoir observer et pouvoir derrière tirer quand sera venu le bon moment. Et on commence déjà, on le sent, à voir le marché commencer à faire ces rotations-là. C'est pas encore validé, bien entendu, ça le fait petit à petit, hein, ça se fait jamais du jour au lendemain, mais c'est des choses qui, je pense, qui seront importantes à observer sur les mois, années à venir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un pouce bleu. En tout cas, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Et j'attends de savoir ce que vous en pensez, ce que vous pensez de tout ça, quelle est votre vision à vous dans les commentaires et éventuellement si vous avez des valeurs également à proposer dans cet esprit-là. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!